bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 271e feuille de match. On pensait qu'il voyait la vie en violet, finalement il la voit en jaune. C'est notre gardien et le gardien des réseaux sociaux de la technique vidéo, Vincent. Comment il va ? Ça va super, merci. Merci beaucoup de mettre en avant mon trip égo surdimensionné. Ça va, une pute, je suis désolé. Non, ça va. Franchement, c'est une private joke, on n'est pas obligé de dire pourquoi. C'est toi qui décides. Alors, vous allez sur Instagram, vous tapez La Vie en jaune 31, vous tombez sur mon profil. Tu vois, t'es bien content d'en parler. C'est pitoyable, franchement. Voilà. Mais comment tu vas, Camille, sinon ? Mais ça va très bien, merci. On t'a pas vu dimanche, il pleuvait, c'est ça ? Et j'ai pris l'appli à Vénèrque en faisant l'arbitre de touche. Et j'ai une femme qui est enceinte à la maison qui veut que je reste à la maison aussi. Plus j'ai d'excuses, moins c'est réel en général. Ouais, je sais, mais je suis un footique de toute façon. Tout le monde le sait. En défense, on a décidé de mettre de l'expérience pour tenir les ronds. Il était attendu comme Zizou lors de son retour avec l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire. C'est notre divin chauve à nous, c'est Yves. Comment il va ? Ça va bien, vous ? Ça va, ça fait tellement longtemps qu'on t'a pas eu. Ouais, place aux jeunes, hein. T'es quand même sur les génériques, normalement tout le monde te connaît sans te voir cette saison, mais t'es là, t'es présent. Il devait t'accompagner ce soir en défense centrale, mais je vais reprendre ces mots et je m'excuse pour tout le monde. La Tarlingue n'est pas là parce qu'il est malade, c'est Fred qui devait être là parce qu'il a une petite angine, donc on l'embrasse. Au milieu de terrain, on l'aime autant que notre capitaine et il a plus de mental que Schmitt en ce moment. C'est Sacha, qui n'est pas là non plus, mais qu'on embrasse aussi parce qu'il est malade. On dirait l'infirmerie du TFC là. On a eu une hécatombe, laisse tomber, tu vois. En attaque, il a été à 2 doigts d'échanger sa Twingo pour un vélo pour lui rendre hommage à son chouchou. C'est bien sûr notre technicien Clément. Comment il va ? Très bien, messieurs. Et enfin, un peu de parité entre les chevelus et les autres dans cette émission. Et ça fait plaisir. Attends. Profite. On sait faire les choses. Coucou aux absents. Du coup, il y en a beaucoup ce soir. Oxens, Nathan, Fred, Ben, Mehdi, Elliot, Rémi. Ça fait beaucoup de monde qui n'est pas là. Ben cicatrice, ça n'a aucun rapport avec la maladie, c'est juste Montpellier qui en a pris 4 contre Marseille. C'est vrai. On l'embrasse bien sûr. Au programme, les actus du TF, le retour sur TFC Lille, le divan du professeur Data et les 3 minutes de bonheur en plus. Est-ce que tu as déjà écouté les 3 minutes de bonheur en plus ? Bien entendu, tu vas l'avoir en j'ai direct. suivi de très près les aventures et le futur one-man show de Vincent. Là, tu vas l'avoir en direct. Ouais, faut bien manger, comme on dit. Hein. Vous pouvez réagir avec nous sur le Twitter avec le hashtag F2M Toulouse, sur notre compte F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live, sur notre page ainsi que de Radio Occitania. Nous sommes aussi en live sur la chaîne notre Twitch, la feuille de match, sur YouTube aussi, la feuille de match. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, parce qu'on a du monde qui est connecté. Pas mal de monde de connecté. On a Fumo, on a Olivier, on a Lucas qui nous salue, on a Sacha qui nous dit dans le dur, mais toujours vivant, Mathieu. On a Pichou qui nous dit salut les gens, et le bonjour à Yves de retour enfin. Dès que ça gagne, les footix sont de retour. Il y a Fumo qui embrasse les absents en leur disant il y a plus de mental que Schmitt, c'est pas trop dur, hein. Tout simplement. Et on a Matt aussi, on a Nico, on a Suika, on a tout le monde. Voilà. Non, normalement, le lendemain de victoire, c'est plein. Et là, hécatombe. Surtout, où est Kamandi le crack là ? C'est les 2-3 semaines où il faut qu'il soit là, le gars. C'est vrai. Il est sur le replay en général. Il savoure trop d'avoir le bon pseudo maintenant. La 271e émission, déjà, ça passe tellement vite. Vous pouvez bien sûr appeler au 05 61 80 40 40. Et si tout le monde est prêt, on est parti pour cette nouvelle émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. T'as vu, on a un petit truc, c'est que chaque jingle, c'est que des joueurs qui se sont barrés. Et tu vas voir, il y a le jingle débat après avec Fred. Lui, on espère le garder quand même, parce que à chaque fois qu'on fait un jingle, le joueur se barre 6 mois après, quoi. Et l'écoute de l'émission, c'est sûr. Ouais. La programmation. J'espère que t'en as fait avec Zanden, Amulic, etc. Vous avez essayé, non ? Non, on n'a pas essayé, malheureusement. Le jingle Amulic, quoi, j'en rêve. Est-ce qu'il y a cette contenu pour avoir un jingle à Amulic ? Je suis pas sûr. Si, il y a sa vidéo avec la Twingo, là. Ah ouais, c'est sa meilleure action au TF, c'est quand même dingue. Hein. Ouais, c'est vrai. On l'avait repris d'ailleurs pour la présentation de Clément. La programmation de TFC Lyon, elle est tombée, messieurs. Ça sera le vendredi 15 mars au Stadium à 20h45. Donc un match en prime time sur Prime. Sur Prime, oui, bien sûr. J'allais dire sur Canal, absolument pas. C'est sur Canal. Prime. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas joué à 20h45. Ça sera rappel Europa League. Un match pour l'Europe ou pas les... Je rigole, bien sûr.
On enchaîne avec une deuxième news, Vincent. Ouais, le TFC qui continue la création originale avec un nouveau podcast qui s'appelle Violet, Blanc, Rouge, qui met à l'honneur les athlètes toulousains cette année olympique en France. Le premier épisode était consacré à Aline Chamereau et Clémence Vira, qui sont championnes de France de beach volley. Elles ont eu le coup d'envoi d'ailleurs de TFC ce dimanche sous la flotte, les pauvres. Tu n'aurais pas piqué un peu ton idée de la Coupe Toulouse, non? Ah bah, c'est clairement une mission multisport. Hein. On va peut-être porter plainte pour plagiat hein, ou leur demander. Enfin, un partenariat sinon. Ouais, le partenariat Ouais, c'est c'est bien. mieux, non? C'est mieux que la plainte, c'est mieux que les menaces. ça. Ouais, c'est pas bête. Donc oui, il y aura sûrement d'autres épisodes à venir. C'est quand même bien de soutenir aussi les athlètes toulousains cette année olympique. Ouais. Ensuite, pour rappel, ce mercredi dès 19h, la Fondation du Toulouse Football Cœur organise une conférence sur les femmes dans le foot du côté de l'espace diversité et laïcité au 38 rue d'Aubuisson. Inscription en ligne sur le site du Toulouse Football Club. On va passer au journal des prêtés, les gars. Alors, il y en a un qui a gagné 1-0 à Grenoble, c'est Yanis Begraoui. Il est rentré en jeu à la 67e minute. C'est une victoire importante pour Pau. Il y en a un qui s'éclate au Sparta Prague, c'est Birmancevic qui est passeur et buteur lors de la victoire 3-1 contre Slovako. Il a joué, lui, les 90 minutes. Amoulic, zéro trace ni nouvelle. Doit-on s'inquiéter? Est-il au goulag? Voilà, je pose ça là maintenant. On ne peut que l'espérer. Vous avez 2 heures. On va appeler Interpol, peut-être qu'ils ont des nouvelles, je sais pas. Alors je sais pas, il y a des sites qui disent qu'il est blessé, d'autres qui disent rien. Bon, voilà. Il appartient toujours au TF. Hein. Oui. Faudrait se renseigner quand même, merde. Salut mon pote, comme disait Michel. Flemings, il a perdu 0-2 contre Mlados Lukani et il a été expulsé. Zenden lui a gagné 1-0 contre Lyngby, il a joué 87 minutes. Cerber perdu 2-1 contre le Pirine Blagoevgrad, il a joué 68 minutes. T'as bossé combien de temps pour la faire? Un pro total. Pas mal. Non mais chaque semaine, j'aime bien me mettre des petits défis comme ça. Ah, je te laisse faire, t'as lancé. Hein. Ouais, je suis désolé. Non, mais t'as mieux, hein. Ça marche. Hongrie 2-1 contre Dunkerque, il a perdu, il est rentré en jeu à la 57e minute. Et Hog, toujours une reprise au mois d'avril. Dunkerque, t'as bien prononcé. Ouais, t'as vu. Des infos de la Fabrique Violette. Ouais, ils ont les jeunes qui étaient au repos pour le championnat pendant ces vacances, mais qui ont quand même fait des rencontres amicales. On a vu c'était les U16 qui avaient joué contre l'Académie japonaise de Kokoku. Ce week-end, c'était le double confrontation contre le PSG. Les U14 ont gagné 5-1 contre le PSG, défaite 3-2 des U15. C'était sur les annexes aussi du stadium. De belles perfs encore une fois pour nos jeunes. La N2. La N2, ils enchaînent avec un nouveau match nul 0-0 face à Pays de Grasse. Toujours pas de victoire. Ça va mieux quand même. Mais ils sont toujours derniers quand même. C'est 4 nuls en 5 matchs, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'est un réveil tard. Avec la victoire à 3 points, cher à Roland Courbis, ça fait quand même beaucoup de points perdus. Ils sont à 10 points de l'avant-dernier. Ouais. Ils ont 6 points. C'est faisable. Je crois qu'il y a 16 points sur le premier, parce qu'il y en a 6 qui descendent ou 5 qui descendent, donc je crois qu'il y a 15 ou 16 points de retard. Non, mais après, la N2, c'est un championnat de vieux briscards et on a une équipe de U21 qui se balade et qui essaie de jouer au foot. Toutes les équipes de N2 n'essayent pas forcément de jouer au foot. Attends la DNCG, là, il y aura 3-4 clubs qui vont couler financièrement. Ouais, bon, après, avec la réforme, on sera encore national l'année prochaine avec les réserves et c'est le principal déjà. La bonne nouvelle, elle nous vient des U18, U19, U18 on va dire. Ouais, les U18 en Gambardella, puisqu'ils sont qualifiés face à Versailles, c'était là-bas à l'extérieur, donc ils sont qualifiés pour les quarts de finale, victoire 2-1, ouverture du score de Lucas Mayol avec un joli coup franc qu'on a pu voir sur les réseaux. Les locaux ont égalisé, puis Matisaka qui scelle la marque sur un score de 2-1, l'aventure continue. L'inverse je crois. C'est l'inverse? Ouais c'est l'inverse, je l'ai marqué comme ça mais c'est l'inverse, pardon. C'est moi qui ai mal marqué. On va faire un point sur les qualifiés, on a un seul club de R1, c'est l'Est National Rennes, et on a 7 clubs du coup de U19 national, on a Marseille qui est le leader de notre poule, qui est peut-être fait figure de favori parce que les autres équipes sont plutôt classées en milieu de tableau. On a ensuite Reims, Brest, Rennes, Metz et Troyes. Le tirage au sort ce sera ce jeudi 29 février et les quarts de finale seront tous joués le dimanche 31 mars en espérant pourquoi pas un match à domicile. Logiquement, à part tomber Nancy ou du coup tu peux inverser, on a nos chances du coup. C'est fou parce que dans les U19 cette année c'est pas la folie, mais dans cette Gambardella ils font belle figure et c'est cool. Le quart de finale c'est quand même une belle perf et ça va un peu mieux sur le coup en championnat aussi. Ça va un peu mieux aussi en championnat, ça crée une dynamique donc non c'est intéressant et c'est bien. Les U17 eux ils étaient au repos et on avait nos féminines qui jouaient elles au Mans dans un match amical et comme chaque mardi on a posé la question au coach des féminines, comment s'est passé ce match amical? Le match contre Le Mans ce week-end, ça a été une belle opposition contre une équipe de D2, solide, disciplinée, bien en place, difficile à manipuler.
Une équipe qui perd peu de points là-haut, malgré un budget, je pense, très inférieur aux grosses écuries de D2 féminines. Donc c'est un club qui bosse bien et bon, ils nous ont posé de gros soucis en première mi-temps, on perdait 2-0 à la mi-temps et puis on a montré un meilleur visage en deuxième mi-temps, plus agressif, plus offensive. Et on a fini sur le score de 2-2. Donc c'est très bien pour préparer un match important comme celui de Cannes ce week-end où on vivra un peu plus d'intensité que lors des derniers matchs de championnat. Donc 2 partout elles ont fait face au Mans, donc une équipe de D2, donc bonne perf, hein. Ouais, bonne perf pour, comme il le dit, bonne préparation. Et du coup on lui a demandé comment était le groupe à l'approche du match face à Cannes, qui on vous rappelle est ce week-end le gros match de cette D3. Concernant le match de Cannes, le groupe est concerné. Les filles en sont plutôt très déterminées. Elles ont confiance dans leur capacité à gêner cette équipe de Cannes qui a le même bilan que nous depuis le début de saison, qui est une belle équipe, chez qui on va jouer sur un terrain magnifique, le Stade Coubertin. Donc c'est un super match à jouer. Je pense que forcément on aimerait toujours être dans le confort et avoir un petit matelas avant d'aborder ce genre de rendez-vous. On ne l'a pas, on est à égalité de points. Donc voilà, on y va avec l'envie d'être encore première à l'issue de ce match et si possible de l'être avec un joker de 3 points d'avance. Donc voilà, on va y aller ambitieuse et voilà, les filles sont dans cette dynamique-là. On lui a demandé aussi, non, j'ai coupé parce qu'il n'a pas mis un petit temps de coupage, donc j'ai dû couper un petit peu. On lui a demandé aussi s'il y avait des blessés ou si le groupe était au complet. On a la chance d'avoir récupéré toutes les blessées depuis 15 jours. Donc là, le groupe est quasiment, je dis bien, au complet pour aborder cette semaine de préparation du match. Donc voilà, c'est positif et ça, je pense, ça annonce une semaine intense sur les séances et on l'espère sur le match de dimanche. C'est le gros rendez-vous, c'est ce week-end, c'est le Cannes TFC. Le groupe est au complet, le groupe est en pleine confiance. Elles ont le même parcours que nous, si les Cannaises, oui, on dit ça. Ouais. Les Cannaises, donc ça va être vraiment le gros match. Alors peut-être ça va faire un vieux 0-0. C'est pas les Cannaises là. Les Cannaises, c'est quand Cannes, c'est les Cannoises, ouais. Yes, merci. Je savais que j'ai. Les Cannoises, donc ça va être le gros match, sur un 0-0 peut-être. En tout cas, le match nul, ça sera avantageux pour nous. On va suivre ça de très très près ce week-end. En tout cas, on leur envoie tout plein de force à nos filles. Ouais, ça va être serré jusqu'à la fin de la saison, surtout que quand tu vois l'autre poule, le leader, je crois que c'est Brest. Il y a un nombre de points d'écart par rapport au second. C'est fini. Ouais. C'est déjà plié, alors que nous, même Grenoble, finalement, il n'est qu'à 3-4 points. Donc ça peut être compliqué jusqu'aux derniers instants. On suivra ça de près. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les résultats et tous les calendriers sur nos réseaux. Donc la feuille de match tous les vendredis et tous les résultats à partir de lundi. On va passer au débrief de Toulouse-Lille. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Dans la théorie, Gélabert devrait se barrer. Oui, il est dans le. Oui, parce que Bangré Begaroui, c'est parti. Donc, donc la théorie du jingle, c'est que Gélabert lui reste pas longtemps. Soit c'est Jeannot qui part. Donc au choix. C'est bien d'avoir fait un jingle sur la seule et unique fois où il nous a fait vibrer, quoi. On va y venir. Il y en a un qui va t'attaquer à ma gauche, je pense. Un stadium qui annonce 24 000, mais qui fait quand même un petit peu plus vide à la télé. Le jour d'après, comme on dit, après Benfica était sous la pluie, a débuté avec une compo bis. Ils auront tenu 45 minutes avant de concéder l'ouverture du score d'Haraldsson, puis vient la mi-temps. Des changements forts avec l'entrée de Bo, Siro et Dalingra. Le premier obtient un péno, le second le transforme et il est presque passeur décisif sur l'égalisation de Mawissa. Le troisième vient clôturer le match avec son 8e but de la saison. La compo du coup c'était Reska, Menzi, Costa, Nicolaisen, Keben, Mawissa, Schmidt, Caceres, Gélabert, Magri, Babika. Sont entrés en jeu Donum, Dalingra, Siro, Bo, Spearings. Messieurs, quels sont vos points? Vincent. Moi, je relis. Merci au coach d'avoir tenté ce coup tactique intéressant en première et d'avoir rectifié le tir de suite dès le début de seconde mi-temps. Et aussi un petit coup au LOSC qui nous rappelle que Lille c'est proche de la Belgique, surtout niveau somme. Clément. Écoute, ça va rejoindre un de mes points qui est les réactions post-match de Lille et le manque de respect global de nos adversaires quand on les bat. Ça commence à faire plusieurs fois et ça commence à faire chier. Et comme autre point sur le match en lui-même, c'est la preuve, s'il en fallait encore une, mais on l'avait déjà, que Siro est insortable de cette équipe. Yves.
C'est le manque de profondeur de banc au milieu de terrain, en fait. Parce qu'on se rend compte que derrière, on peut avoir une rotation qui est super intéressante. Le match de Keben est très intéressant. Tu vois les gars, ils tournent. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de changement de niveau. Par contre, au milieu de terrain, je veux pas être méchant avec eux, mais Schmitt, Gelabert, c'était catastrophique. Gelabert, tu as l'impression qu'il y a toujours 10 secondes de retard sur l'action. Le temps d'arriver et de réagir. Et Schmitt, c'est une énigme, vraiment. On sent qu'il a ce qu'il faut techniquement au niveau QI football, mais il est capable de passer au travers comme sur ce match-là. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir Gelabert à côté qui était toujours en retard et qui propose très peu de solutions parce qu'il est toujours pris de vitesse qui a donné cette impression-là, ou est-ce que c'est vraiment son niveau, parce que c'est pas la première fois qu'il est assez transparent comme ça. Voilà. Après, effectivement, bonne réaction. Gbo qui est de plus en plus intéressant. C'est vraiment le dynamiteur, c'est lui qui provoque. C'est par lui que viennent beaucoup des actions dangereuses. Et puis après, Sierro, j'ai d'entrée. Qu'est-ce que t'en penses de Vincent Sierro? Ça rejoint ce que je disais au tout début, où il n'était pas utilisé à son poste, etc. Et ce que nous avait dit Claude Lambiel, notre ami suisse, sur le niveau de Sierro. Techniquement, il ne devrait pas jouer au TFC. Voilà, il a une vision du jeu et une capacité de réalisation technique. Il a une capacité à dompter le tempo du match, parce que c'est lui le patron quand il est sur le terrain, mais pour les deux équipes. Parce que c'est lui qui a dicté le rythme aux Lillois aussi, et il a fait un peu ce qu'il a voulu face à un Lille qui, à mon avis, nous a pris un peu de haut après la première mi-temps. Ouais, bon, on va revenir sur cette première mi-temps d'ailleurs, qui était quand même. On est passé un peu à côté, alors pour plein de raisons. Ouais, oui, voilà. Pour plein de raisons, les Lillois qui, dans cette première mi-temps, quand même, ont semblé dominer et rentrent avec, j'ai envie de dire, que 1-0. Oui et non, parce qu'au final, on le prend tard, donc on n'arrive très bien plus. Après, ça aurait été un hold-up. Plusieurs avant. Oui, ça aurait été un hold-up. Merci Guillaume. Il fait les arrêts. Mais on fait une bonne entame. Au final, il y a 10 minutes où on est même chez eux par moment, et après, ça disparaît. Il y a vraiment 10 minutes avec une intensité intéressante, et on recule, et le ballon commence à brûler les pieds, puis là, ça commence, les attaques lilloises commencent à s'accélérer. Un petit peu paradoxalement, un petit peu comme contre Lens, on prend le but sur le moment où on arrive justement à ressortir un peu. Oui. Et là, j'aurais été avec Clément en virage, là c'était assez impressionnant, c'est qu'il y a eu pas mal de phases où au milieu on sentait qu'on les gênait, ils n'arrivaient pas à construire leur jeu, puis d'un coup tac, une accélération, et c'était plus même football, quoi. Ils étaient en vitesse. Il y a une exécution, déjà, il était mieux que Benfica, mais c'est pas compliqué. Et ils étaient allés beaucoup plus vite que nous. Il y avait une justesse technique là, les contrôles en pleine course de Ounas et Yazici, c'était quelque chose. C'était assez beau à voir. Ouais. Puis rien en seconde. Ouais. Alors, pour rester un petit peu sur la première mi-temps, nous on a tenté quelque chose en faisant tourner. Alors derrière, il n'a pas vraiment fait tourner, il a fait avec ce qu'il avait et par rapport aux blessés, etc. Et d'ailleurs, on y reviendra un petit peu après sur les prestations individuelles. Mais au milieu de terrain, Caceres qui est dans la rotation de Spearing, ça on l'avait déjà un peu vu. Schmitt qui reprend un peu sa place, j'ai envie de dire, parce que quand même de base il part un peu titulaire, mais bon là, s'il y avait Caceres, c'est sûr que par la place de Sierro, c'était pour faire tourner. Gelabert qui était dans un rôle un peu particulier, parce qu'on avait nos trois attaquants, un Gelabert axial, un Magri, j'ai envie de dire axial gauche, un Mabika axial droit. C'était pas vraiment trop non plus sur les côtés, et ça n'a pas du tout marché. Enfin, ils ont marché sur le terrain, mais sinon, j'ai eu espoir sur les premières minutes, puis non. Mais moi, je trouvais ça intéressant, comme on avait approché un petit peu à Dalinga, de jouer bas, d'être plus à l'attaquant de déviation qu'à l'attaquant réellement finisseur sur ces dernières semaines. Mais au final, Gelabert un profil qui pouvait correspondre, un petit peu à l'époque de Fabregas en pointe en équipe d'Espagne. Je sais, je fais un sacré compliment à Gelabert, et surtout un beau mytho. Et sur le papier, je trouvais ça intéressant à tester, pour le coup. Ça n'a pas marché. Voilà, mais ça aurait pu. Comment on peut expliquer que Gelabert, Gelabert n'a pas eu de bons matchs, de vrais matchs références, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose un petit peu, on a envie d'y croire. Schmitt, il a quand même eu pas des références, mais il a fait des bons matchs cette saison. Comment on peut expliquer que ces deux joueurs-là, depuis quelques temps, passent totalement au travers? Schmitt, on sait que c'est mental, et Gelabert, il l'a toujours montré. À chaque fois on l'a vu, on se rend compte que c'est lent, il ralentit le jeu, il n'a pas de coup de rein, il est incapable d'accélérer, et c'est là-dessus où, et même dans la prise de décision, tu le sens hésitant. Donc pour moi, des deux côtés, c'est un peu mental, parce que
Devant, par contre, tu vois, Babika qui sort aussi à la pause a quand même fait énormément d'appels sans jamais être servi. Il est très remuant, il est très provocateur. D'ailleurs, bizarre. Moi, quand il sort, je me dis, tiens, c'est sévère pour lui, tu vois. Ouais, pour lui c'est sévère, mais c'est logique. C'est la après, réorganisation. C'est la pas- réorganisation tactique qui fait que t'es obligé de faire quelque chose à ce niveau-là, dans la mesure où il te faut quelqu'un en pointe et c'était. Oui, il fallait qu'ils en sortent un de plus. Les autres, c'est Oui, oui. humain, lui, c'est tactique. En fait, Pas sportif plutôt que humain. Gélabert et Schmitt, ils peuvent se poser des questions pour leur fin de saison, parce que est-ce que ça va jouer beaucoup après ce qu'ils ont démontré là, ou est-ce qu'ils ont grillé une énorme cartouche? Voilà. Babika, je pense que Martinez Novel a dû faire du taf à la mi-temps pour lui expliquer que là, c'était vraiment une réorganisation tactique par rapport au schéma de jeu des Lillois, et on l'a vu, on leur a posé énormément de problèmes dès qu'on est passé dans ce système-là, et le seum Lillois derrière, il s'entend aussi, parce que quand j'entends les réactions de Lucas Chevalier, moi j'entends aussi derrière, Reste a fait des parades décisives, on est en concurrence, et moi j'ai pas été capable de les faire. Ouais, ça je te rejoins totalement. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Après, on en a parlé en off, on va en parler aussi ici, mais Lille qui se cache derrière l'arbitrage. Ok, il n'y a pas grand-chose de scandaleux, voire même rien. Par contre, c'est leur prestation. Vous parlez de l'arbitrage, par contre, c'est leur prestation. L'arbitrage, leur deuxième mi-temps est dégueulasse à Lille. L'arbitrage, Ouais, le problème, c'est que ce qu'il reproche, l'arbitre a été logique en fait. Ce qu'il lui reproche de ne pas avoir sifflé, il ne l'a jamais sifflé dans le match. La Que ce soit la d'un côté fameuse ou de faute l'autre. sur le La corner, fameuse pseudo-faute sur Oui, ça, le je suis corner, le penalty il qu'ils y a vont péno. contester. Non, il y a péno. Le penalty, ok, Gbo joue bien le coup en voulant passer Il y a entre les péno. deux, mais à aucun moment, tu as un arbitre qui peut ne pas le siffler. Ouais. D'ailleurs, on remarquera que la VAR n'est absolument pas intervenue. Oui. Il n'y a pas eu de discussion sur ce penalty-là au niveau arbitral. Et le troisième but de Dalinga, on en a discuté un peu avec Camille. Moi, sur la première image, je me dis qu'on a de la chance parce qu'on en a vu des sifflets pour moins que ça. Et puis après c'est le problème de la VAR. En fait, ça tranche absolument rien. Et ça sert pas à grand-chose. Et on est encore une fois avec des Lillois qui hurlent au hors-jeu. Moi, s'il est sifflé hors-jeu... je trouve pas ça plus bizarre que ça. Au bout d'un moment, rendons la main aux arbitres, laissons les arbitres faire. On va gagner en fluidité dans le jeu, en vitesse. On se fera moins chier que ce soit au stade ou devant la télé, et on aura un peu plus de rythme dans les matchs. Alors que on se rend compte que autant la goal line technologie a amené un plus, autant la VAR dans le football, ça n'a pas amené de positif. Donc, dans la mesure où ça amène pas de positif, pourquoi le conserver en fait? Il y a Clément qui voulait réagir sur la VAR, je pense. Juste sur la VAR, moi je suis pas vraiment d'accord, parce que ne serait-ce que les buts hors jeu qui sont de maintenant plus validés. Tu vois, moi, je me rappelle en tant qu'ancien suiveur de l'Olympique Lyonnais, un match où on perd 3-2 contre Monaco, on prend 3 buts hors jeu. Ça, pour le coup, ça n'arrive plus. Et maintenant, s'il y a des polémiques, c'est juste que c'est un truc qui est inhérent au foot. Sur les litiges. Le supporter de foot a envie de râler, que ce soit justifié ou que ça ne le soit pas. Donc il trouvera toujours quelque chose pour râler. Dans la mesure où ça râle toujours autant, au bout d'un moment, autant fluidifier le jeu et rendre la main aux arbitres et qu'ils assument un peu leurs décisions, parce que maintenant, c'est le contraire. Tu vois des actions qui se déroulent, et on revient 5 minutes en amont pour refuser ou accorder un but. Pour moi, c'est un problème insupportable. C'est un problème d'utilisation de la VAR plutôt que des arbitres de principe. spécialisés VAR déjà, comme au rugby. Oui, puis surtout arrêtons de pénaliser les arbitres qui font appel à la VAR, parce que pour moi le problème il est là. C'est que tu sens qu'il y a des gens qui se couvrent parce que justement il y a des sanctions. Ça doit être l'inverse pour moi. Si un arbitre fait appel à la VAR de manière justifiée, il doit être récompensé, pas puni. Je trouve ça débile. Après, pour le coup, là, pour la règle du hors-jeu, parce que ce que les Lillois râlent, c'est qu'un joueur est en position de hors-jeu si une partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve dans la moitié de terrain adverse. Mais les mains et les bras en dessous de l'aisselle de toute l'équipe ne sont pas pris en compte. Et là, typiquement, ce qu'on voit, c'est que Dalinga, c'est son bras qui est en avant et pas le reste. Alors après, et moi, c'est pour ça que je suis pas fan de la VAR aussi, c'est qu'il calcule tout au millimètre précis, là. Et du coup, je trouve que ça va à l'encontre même du jeu. En fait, pour le coup, ils sont ce obligés. millimètre-là, tu le refuses, ça me fait chier. Mais en fait, ils et sont tu obligés l'accordes, parce et je peux que comprendre que ça les fait chier mais aussi. tu vois, si le but est pas accordé ou refusé, s'il y a une erreur, en fait, l'image elle est dispo. Tout le monde a l'image. Oui. Tout le monde l'a sauf l'arbitre. Sauf que tu as l'image et personne n'est d'accord.
Donc faut arrêter avec tal image et machin. Les Oui, images, en fait, elles sont toutes interprétées, tu vois, sur les pénaltys. Mais en fait, on va juger la performance. La performance performance de l'arbitre sur une image auquel lui n'a pas accès. Et je trouve ça un peu dur. Surtout que les arbitres en prennent suffisamment plein la gueule dans le foot en général, je trouve, pour en plus leur ajouter ça. Après, en fait, on a un outil technologique qui est là. Je trouve que ce serait vraiment débile de s'en passer. Je pense qu'ils en ont tous conscience qu'il est très mal utilisé. D'ailleurs, même les arbitres commencent aussi à le dire. Ouais. à le dire. Oui, pardon. Non, juste que pour revenir sur ça, au final, sur le temps réel, il y a l'arbitre dit pas hors jeu. Parce que des fois, il y a l'inverse. Il y a le drapeau, tu as la VAR, finalement, on sort la règle et finalement, il y a but. Là, pour le coup, si on garde ton avis, Yves, sur le coup, ils ont laissé jouer jusqu'au bout. Donc, l'arbitre, voilà. Pour lui, il a aucun doute. Oui, ça intervient dans l'oreillette. Attends, je regarde. Voilà. Oui, c'est ça. C'est plus la vidéo qui a dit attendre 2 secondes qu'on vérifie. Mais après, pour revenir sur les déclarations des Lillois, moi je trouve ça, après la seconde mi-temps qu'ils font, qui est horrible, le premier tir de Lille en seconde mi-temps, c'est temps additionnel. Ouais. Les mecs prennent 3 buts dans le museau en 20 minutes, ils vont t'expliquer à la fin du match que c'est la faute de l'arbitre. Et là, ce degré de non-remise en question, je trouve ça incroyable. Si tu reprends leur logique et que, comme toi tu dis, à la VAR, en regardant les images, on peut dire que dans ces conditions-là, si pour eux il y a faute à chaque fois et qu'aucun des buts est valable, t'as le droit de râler. Hein. Ouais, mais là pour le coup, il râle sur des trucs. Le péno, tous les jours, il doit être sifflé. La faute sur Goodmanson, c'est pas parce qu'on est en Ligue 1 qu'il faut. Tu vois, c'est le genre de faute qui est tout le temps sifflé en Ligue 1 et il n'y a jamais rien. Ouais. Moi, ça me scandalise pas que l'arbitre décide de laisser jouer, que le mec se jette quand même ostensiblement par terre. Normalement, c'est pas scandaleux de pas sanctionner ça, quoi, tu vois. Enfin. En tout cas, il y a eu un coaching gagnant aussi du coach parce qu'il s'est quand même vite rendu compte que ça marchait pas, il a tenté de faire tourner, il a vu que ça marchait pas, il a réagi directement. À part Gilbert Montagnier, je vois pas qu'il pouvait se rendre compte. Ouais, mais il aurait pu attendre. Pas. Des fois, il est pas très adepte, tu vois, des changements. Là, il y en a 3 en une mi-temps, faut quand même le souligner aussi. Et les 3 qui rentrent, ils ont clairement changé le match. Enfin, complètement, ils sont impliqués sur les 3 actions. Puis même au bout de 30 secondes surtout. Au bout de 30 secondes, t'as déjà une première alerte sur le but, un corner, je crois que c'est la 46e, quand même pas la 46e, d'entrée des premières occasions, t'as vu, c'est même plus la même équipe, quoi. Et pour une fois, vous remarquerez, on a bien attaqué une mi-temps. Oui, c'est vrai. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'on avait plus l'habitude de faire l'inverse et de se faire peur sur les débuts de mi-temps. Alors est-ce que c'est le fait qu'il soit rentré justement à ce moment-là Je suis pas loin de le penser. Mais il va falloir s'en inspirer pas mal pour les prochains débuts de match et les retours de mi-temps où on a un peu l'habitude de s'oublier, mais ce qui n'est pas une grande nouveauté du TFC non plus. Oui. Ouais, des réactions. Ouais, pas mal de réactions sur ce match. Tu me prends de court comme d'habitude. Pour Lucas, match top. On a fait souffler quelques titus, on a gagné. Gelabert en 9, c'était osé quand même. Fumo, le gros plus, c'est le coaching. Alors, on a Pichou qui est un match qui fait du bien. Bonne tactique, attention remplaçant en milieu. Derrière Keben et Mawissa au top. Matt nous dit pas mal par rapport au contexte, j'avais peur que l'élimination en Europa League soit très difficile à avaler. Ils ont bien réagi, on est désormais solide derrière, confiant. Par contre, l'écart entre le 11 titulaire remplaçant est abyssal. Bernard, compo en bois pour débuter et heureusement Carles a bien regardé le match car il a changé tout ce qui n'allait pas. Seconde mi-temps avec beaucoup de pressing, de mouvement et l'efficacité était enfin au rendez-vous, victoire méritée. J'essaie de trouver d'autres commentaires. Pichou nous dit Lille ressemblait à un Doliprane effervescent, beaucoup de remous et de bulles au début, il n'y a pris plus rien. Manon nous dit quel plaisir de revivre des émotions si fortes au stadium, enfin une victoire à domicile. Free Fly qui nous parlait que Babika avait apparemment une gêne en première mi-temps. Ça peut aussi expliquer le coaching. Et Sacha, depuis sa chambre d'hôpital, sûrement, en convalescence, la première mi-temps a montré que le mercato d'été n'est tout simplement pas au niveau attendu. Schmidt, Gelabert, Magri, c'est compliqué. Seul Caceres donne satisfaction pour le reste. On a trouvé notre système, mais il y a vraiment un écart entre les cadres, les pitchouns et les autres. Et pour terminer, sur Twitch, Supernova64 631 nous dit très content de retrouver Yves par contre. Et je vais rebondir par contre sur ce qui est dit sur l'élimination en Coupe d'Europe. Ouais. En fait, l'élimination aurait pu faire mal si on était tombé dans des conditions où on avait eu vraiment l'occasion de passer, où on avait pris une branlée, ou si on était tombé contre un club qui était vraiment à notre portée. Alors que là, sur le papier, on était déjà éliminé. Et au final, on sort avec des regrets parce qu'on fait 2 matchs assez phénoménaux.
Et je pense que ça a au contraire mis beaucoup de confiance dans le groupe, surtout le match retour où les déclarations de Sierro à la fin du match, où tout le monde a pu se dire on les a regardés droit dans les yeux et on n'a pas à rougir. Maintenant, par contre, ils savent tous qu'ils vont passer pour les idiots du village s'ils ne sont pas capables de transposer ça en Ligue 1. Et on passe pour les idiots du village sur notre début de saison en Ligue 1 et sur les prestations fournies. Après, je mettrai un bémol sur ce qui est dit sur Magri, parce que Magri a quand même été plus qu'intéressant et c'est pas aussi catastrophique que ne peut l'être un Gelabert ou un Schmitt depuis quelques temps. Moi, j'ai du mal à revenir, je trouve. Moi, Magri, je comprends pas pourquoi on s'attarde à le faire jouer sur ce côté gauche ou sur axial gauche, pourquoi on le met pas en pointe vraiment dans un turnover d'Alinga Magri. Bon, peut-être manque d'effectifs, je sais pas ou quoi, mais c'est vrai qu'il est moins cata que ce qu'on peut penser, mais je comprends pas. Moi, je trouve que je sais pas, il manque un petit truc. Je dis pas qu'il est mauvais, mais je sais pas, il manque un. Il est jeune. Ouais. Oui, sûr. Il est jeune, il arrive de Ligue 2, il faut un peu un temps d'adaptation. Il est déjà plutôt pas mauvais. Après, mais dans l'axe, je le trouve plus des performant, choses. tu vois. Ben oui, il est plus performant dans l'axe, mais dans le même temps, dans l'axe, c'est difficile de faire une vraie rotation avec Dalinga qui est ta pièce maîtresse. Il y a Oui, non, bien sûr. Après, au final, Dalinga, première saison, il fait un très bon début de saison, puis disparaît un moment, puis il revient fin du deuxième semestre pour nous faire une bonne perf. Donc, Magri, il a encore un peu de temps aussi. Et ce que refait Dalinga un peu cette saison aussi. Aussi, oui, c'est vrai. Comme tous les numéros Mais après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il joue sur l'aile beaucoup, notamment la non-éclosion de Sissoko. Parce que techniquement, c'est la place que pourrait prendre Sissoko. C'est pas un crack, lui, pourtant. Est-ce que c'est une non-éclosion ou est-ce que c'est une difficulté à revenir de blessure? Les deux. Les deux sont liés, je pense. Voilà, hein. Et surtout l'absence d'Abouklal. Oui, la blessure qui n'était pas prévue en début de saison. Et en début de saison, il était prévu pour être en rotation avec Dalinga. Puis sur les côtés, c'était Abouklal qui était titulaire évident. Et puis avec Abouklal, ça marchait bien en début de saison. Ouais, et puis d'ailleurs, Beau est recruté aussi pour avoir le profil, on va dire, d'Abouklal dans ce TF là. Et Beau qui est la vraie satisfaction pour moi. Au niveau des dernières recrues, parce que c'est vraiment, il a du feu dans les jambes et à chaque fois il prend le ballon, tu sais que il va se passer quelque chose, quoi. Il a toujours les épaules vers l'avant. Tous ses contrôles, il les fait vers l'avant. Exactement. C'est con, hein, mais il perd beaucoup de ballons parce que justement il joue jamais dans la facilité. Ouais. Il va toujours provoquer, chercher à déstabiliser l'adversaire. Il vient entre les lignes, il accélère le jeu à chaque fois. Il provoque. Et voilà. Après, il joue au TEF. Donc c'est forcément pas un top joueur, mais il a des choses à montrer et c'est vraiment intéressant. Je pense qu'en prenant de la maturité, c'est un joueur qui était très prometteur quand il était très jeune, qui a eu du mal à acquérir cette maturité, qui a eu une très bonne gestion de carrière en partant dans des clubs où il allait jouer, etc. Et qui revient, à mon avis, au bon moment à un niveau pour lequel il est prêt. Et ce qui lui permet de commencer à s'affirmer. Et sur ce match-là, il s'est affirmé en patron à ce poste-là, quoi. Puis dans un club où il peut s'épanouir aussi. Exactement. Avec un système qui fait confiance aux jeunes et un entraîneur qui est parfait, qui a un système parfait et qui lui convient très bien, en fait. On se plaignait beaucoup aussi qu'on était incapable de changer de rythme cette saison, et je trouve que c'est un joueur qui le fait énormément et ça fait beaucoup de bien. Ouais. Et ça manquait cruellement. Abouklal, qui le faisait l'année dernière. C'est ça. Mais tu vois vraiment que tu vois vraiment la différence entre jouer sans ailier et jouer avec des vrais spécialistes, quoi. Et qu'il y a une vraie complicité dans le jeu entre la vision du jeu et les ouvertures qu'est capable de faire Sierro et les appels que lui est capable de faire. Il se trouve extrêmement facilement et très très vite. Le seul petit reproche entre guillemets, c'est que ça a du mal un peu à combiner avec le latéral ou le piston. Souvent il revient beaucoup vers le centre du jeu cherché, donc voilà. Après il y a un peu moins d'appels dans son jeu. Ça viendra aussi peut-être, mais oui, c'est des complicités à développer et le jour où il aura cette palette là sera très intéressant. En parlant des pistons, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu aussi sur cette défense, mon nouveau schéma tactique là depuis quelques matchs. Moi j'ai une théorie en fait, je pense qu'on se prépare à la Super League. Parce que face aux moins bons championnats, on perd, on gagne que contre des gros et des matchs européens. Donc en fait, comme lui, il prépare la Super League, c'est sûr et certain.
Non, très de plaisanterie. Pour ce schéma à 3, 5, vous l'appelez comme vous voulez, il y en a un qui éclate tout et qui est devant partout. D'ailleurs, on l'a plébiscité ici, c'est Mawissa bien sûr, mais il y en a un qui est un peu plus dans l'ombre et qui fait pas de bruit, mais qui a fait 2 bons matchs depuis sa rentrée sur Benfica, c'est Kevin Keben, qu'on attendait, qu'on n'était pas trop sûr de son niveau, qu'on avait vu 2-3 fois dans des postes de latéral droit, un peu comme Mawissa, un peu baladé de partout, et là dans ce rôle d'axial droit où il remplace donc Moussa Diarra qui est blessé, il fait 2 bons matchs, parce que je mets Benfica, on en avait parlé aussi, mais là aussi encore dimanche. Mais ce qui est bien pour lui, c'est que malheureusement, quand il y a eu cette ouverture à la CAN, on s'est dit il va avoir du temps de jeu. Puis malheureusement, il se blesse, donc on s'est dit peut-être qu'il va passer à côté de cette ouverture qui lui permettrait d'avoir du temps de jeu et d'exploser au public. Là, les circonstances ont fait qu'il a récupéré une place à cause des blessures. Et au final, il est serein. On a cette chance-là qu'au final, tu sors des joueurs, tu les rentres, tu n'as pas forcément de différence. Même c'est sûr, tu as des joueurs, c'est des plus, mais au final, c'est pas des moins. C'est surtout mentalement et dans la maturité où il est impressionnant, parce que quand il remplace Diarra, il est absolument pas programmé, à mon avis, pour jouer sur ce match. Oui, pour Benfica, c'est absolument pas programmé. Et il rentre à un moment où c'est le pire moment, en fait. On perd nos 2 pistons d'un coup. À 5 minutes d'intervalle, même pas. C'est la 20e ou 25e minute voilà, en tu plus. Te retrouves avec 2 mecs qui n'étaient pas prévus pour rentrer à ce moment-là, donc ça veut dire que qui sont pas chauds. Niveau échauffement, c'est moyen. T'as toutes les conditions pour foirer ton match et il rentre. Je vais pas dire il taille patron parce qu'il y a du monde il fait autour, son match. Mais il fait un très bon match. Et là, il confirme. Parce que défensivement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On est un peu naïf sur le but d'Haraldsson. On est un peu naïf, mais c'est la jeunesse aussi de l'effectif qui fait ça. Et puis, fin de mi-temps, je pense qu'ils étaient déjà rentrés au vestiaire un peu. Mais après, non, défensivement, en fait, la vraie satisfaction de toute la saison, c'est derrière. Où derrière, on est vraiment capable d'avoir une vraie rotation sans avoir l'impression de baisser le niveau. Et puis il y a Papa aussi à côté, parce qu'on a Chouchou avec Desla, mais il y a Papa aussi, Papa Nicolaisen. Moi c'est Chouchou numéro 2. Il encadre bien. Franchement, il encadre bien. Puis il est énorme. Depuis le début de la saison, il est d'une régularité. Pareil, des joueurs dont on a douté et qui s'affirment et qui arrivent en disant non, je suis capable de tailler patron. Et voilà. Et puis peu importe qui tu lui mets à côté. Il le sublime. C'est toujours aussi bon et les mecs à côté de lui sont bons aussi, donc c'est vraiment ce qui est intéressant à voir, que le mec est capable de s'adapter, de réagir. Il a un sang-froid dans les veines qui est incroyable. On est une des rares équipes à être capable des fois de savoir balancer et pas vouloir s'entêter à relancer court et se mettre en danger quand c'est chaud. Et ça, on le doit à lui, parce que si on remarque à chaque fois que reste allonge ou quoi, c'est lui qui lui dit c'est vrai, vas-y maintenant stop, là on est en difficulté, on balance et puis on joue le second ballon et on verra. Et Costa aussi, son compère de défense, à 3-5, ça marche vraiment. Je sais pas, peut-être qu'il se marche moins. Il y a aussi le fait qu'il a un point fort, c'est pouvoir se projeter vers l'avant, et du coup donc il a plus de liberté aussi pour le faire, parce que tu sais derrière que ça compense forcément, et c'est intéressant ça. En fait, on en revenait à ce que j'avais évoqué il y a peut-être 2 ou 3 semaines, c'est qu'on a vraiment un axe maintenant qui existe. On passait beaucoup par les côtés, maintenant tu peux vraiment partir, t'as un Reste qui joue toujours au pied, qui peut jouer court, t'as un Costa qui peut se projeter, maintenant t'as Siro qui peut trouver Beau, qui peut trouver Dalinga, donc t'as une vraie colonne vertébrale qui est en train de se créer, qu'on n'avait pas jusque là. C'est vrai. Et c'est assez intéressant à voir. Ça fait plaisir, parce que ça fait des automatismes. Et ça fait surtout des alternatives. En février, il était temps d'avoir une colonne vertébrale. Oui, après, on a dit qu'il fallait patienter un petit peu avant de voir quelques prémices. Pour finir, on va faire les tops et les flops, mais juste un dernier mot sur Vincent Siro. Bon, c'était ton point, Clément, mais bon, là, je pense que c'est bon. Au bout d'un moment, les gens, ils vont comprendre ou... Disons que si là, ils le comprennent pas, c'est cause perdue. Il faut arrêter de regarder du foot, quoi, en fait, parce que clairement, si tu comprends pas là, tu le comprendras jamais. Mais mais quelle entrée, quoi. Quelle entrée, taille patron, le mec... Il récupère le brassard, d'ailleurs. Il récupère le brassard. Ça, c'est fort aussi, comme geste. Dalinga lui donne le ballon sur le péno aussi. C'est pas innocent, entre guillemets. Gbo lui demande, mais sans grande conviction. Oui, on rigole à moitié. Et ça, je trouvais c'est important ce que tu dis. Pour le coup, je trouve ça fort comme geste. Je pensais que
que Dalinga allait le frapper Mais pour moi le coup, aussi. parce que ça faisait quand même un petit moment qu'il n'avait pas mis un but. Donc je trouve ça bien qu'il lui ait donné et ça montre aussi sa place dans le groupe. Et je trouve qu'il dégage de plus en plus Dalinga n'a pas de été très sérénité. fiable sur les pénaltys aussi, donc. Puis même quand on voit l'image, Ouais, il ne conteste même pas une seconde. C'est vraiment, il vient le voir pour l'encourager, même pas, Parce il lui que, prend le parce que ballon. parce que comme d'habitude, il y a des choses qui ont été décidées, tout le monde les a acceptées, et Puis les point tire final, bien. personne ne discute, tout le monde obéit, et Et puis il les tire bien. c'est comme ça que ça doit se passer. Oui, Ouais, il puis les tire, bien. Et puis tu sens qu'il fait l'unanimité autour de lui et ça et tu sens que ça lui donne confiance derrière et enfin c'est un cercle vertueux et moi je suis très content de le voir à ce niveau-là et de se dire que on avait raison depuis le début Oui. et ça fait plaisir. En fait, il n'y a pas de surprise puisqu'on est exactement sur ce que nous avait dit Claude quand on a recruté Vincent et qu'il était venu nous en parler. Claude, suiveur du FC Sion, qu'il connaissait depuis qui jouait chez les jeunes à Sion. Et oui, il n'y a pas de surprise sur le profil du joueur. Et encore une fois, quand les joueurs sont utilisés à leur vrai poste avec des joueurs complémentaires autour, c'est vachement plus facile. C'est ça. Au top, messieurs, rapidement. Siro, l'équipe de la seconde mi-temps, tout simplement. Ok. Ouais, moi je suis assez d'accord avec tous ceux qui sont sur mon petit bout de papier, à savoir Mawissa, quand même, qui a été assez impressionnant, vraiment, même offensivement, alors que c'est pas forcément le côté où on l'attend. Je trouve qu'il a quand même, il s'est pas mal retrouvé dans la surface, pas mal de débordements, alors que c'est pas forcément là où on l'attend. Et Nicolas Hyssen, qui pour moi est un joueur criminellement sous-coté en Ligue 1. Papa. C'est papa. Pour moi, dans ces joueurs-là, il y a quand même un oubli majeur qui nous maintient dans le match, c'est Guillaume Brest. Ouais, c'est devenu Guillaume Brest qui une fait normalité encore, quoi maintenant. Voilà, c'est une normalité pour nous, mais il fait Ça encore l'est pas, ouais. un match taille patron avec quelques arrêts qui sont extrêmement décisifs parce qu'on peut tourner à 2-0. Ouais. Flop. Chez nous, Schmidt, Gelabert. Schmidt, Gelabert, forcément, oui. Tu dis Gelabert. Je suis obligé. En fait, pour moi, ce match-là, c'était un petit peu le match de dernière chance parce qu'avant, on avait la Coupe d'Europe, donc tu pouvais avoir des matchs où tu fais tourner. Là, maintenant, c'est fini jusqu'à la fin de la saison. Ton effectif, ton 11 type, à 2-3 jours près, il va pas bouger. Donc là, c'est fini, malheureusement. Et ce qui est inquiétant au milieu, parce à part Caceres, qui est une alternative qui a le niveau, derrière, c'est compliqué, quoi. Ouais, parce que là, Moi, Schmidt, j'ai espoir. Ouais, tu vois, dans la hiérarchie, même un Schmidt, Jean c'est blessé une devant énigme. pour moi. Oui. Pour moi, Jean blessé aura plus de chances de jouer que eux deux. Ouais, je sais pas. En revenant. Et aussi, je trouve qu'il y a un signal très fort qui a été envoyé à Sissoko. C'est ce qu'on se disait avec Clément pendant le match. C'est vraiment pour le faire le 5e changement. Du coup, il attend vraiment un bon moment. Et ils sont plusieurs à s'échauffer. Et au final, tu renvoies un Donum qui était titulaire à Benfica, qui enchaîne les matchs pour les dernières. Alors qu'à 3-1, tu vas vraiment inquiéter, tu peux te dire, allez, on peut relancer Il y a Sissoko. une question, est-ce que Sissoko est complètement rétabli ou est-ce qu'ils font toujours attention Ouais, je sais pas, sur 10 minutes, vu que tu l'envoies, il s'est échauffé une bonne vingtaine de minutes, donc tu te dis, ouais, il a 10 minutes, pourquoi pas y aller. Donc j'étais surpris qu'il envoie Donum pour le coup. Après, Qui sont statut aussi. t'es bien, le score est fait. Donum a quand même un profil plus meilleur défensivement, plus accrocheur et il va jouer un peu plus derrière que Sissoko. Donc voilà, pour moi c'est pas scandaleux et ça m'envoie pas beaucoup de certitude sur Sissoko, sachant que pour moi je pense qu'il y a peut-être toujours une fragilité ou une faiblesse et qu'ils préfèrent tant qu'ils sont pas obligés prendre du temps pour pas le faire revenir et jouer la sécurité. Il a 20 piges. Oui, c'est ses premières saisons d'adaptation. Il fera une bonne prépa cet été et peut-être qu'il postulera à quelque chose. Puis même dans 2 ans, hein. Enfin, je dirais pas pressé. Oui. Et juste un dernier mot. Kamanzi le crack qui nous dit aussi l'entrée de Spearing qu'il a trouvé bonne. Aussi. En plus des joueurs qui n'ont pas été cités jusque-là, on a aussi une mention d'encouragement aussi pour Costa. Je crois que c'est Sacha qui nous a mis ça. Freefly qui soulignait aussi que c'était le premier but de Siro à domicile. Oui. Donc c'est quand même aussi important. Et Fab qui revient sur Surbo, qui pour lui la meilleure recrue, qui est tout simplement impressionnant. La stat du match, c'est 12 points pris sur 18 possibles en 2024 en championnat. Sur la première partie de saison, ce bilan était de 14 points sur 51 possibles. Et nos 10 derniers buts, 7 ont été marqués sur les coups de pied arrêtés.
Alors qu'il y a quelques semaines, on disait putain, on les bosse pas. Le renouveau. Alors, qu'on les bosse pas, c'est surprenant, ça, comme. Non, mais quand on disait, information. on disait pas ça, c'est que dans le sens, on a l'impression qu'ils les bossaient pas et qu'on marquait plus, que c'était une de nos forces l'année dernière et que cette année, c'était un peu plus compliqué. Ouais, Au final, mais, là, bam, ça revient. C'était une de nos forces avec des mecs qui étaient là depuis 2 ans. Oui, non, mais clairement. Donc voilà, les coups de pied arrêtés, on le sait, c'est énormément de travail, c'est des complicités dans les courses, les appels, etc. Et c'est un mouvement à 6-7 joueurs et pas entre un tireur et le mec qui va le réceptionner. Bon, et puis après, on a aussi de la chance avec des coups de pied mal tirés qui s'en butent. Voilà, mais non. Après, on sait que ça prend du temps à mettre en place ces choses-là. Et je vois mal le TFC, grand adepte de data, ne pas bosser les coups de pied arrêtés. Non, c'est dans le sens où on s'étonnait qu'ils n'étaient pas aussi Bon l'an dernier. Niveau stats, tout simplement. Et puis là, ça marche. Et d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, et je suis désolé de retourner le couteau dans la plaie, mais le but de Mawissa, c'est ce que Spearings n'a pas réussi à faire. Alors, je n'incrimine pas Spearings, mais dans le type de but, c'est typiquement ce que Spearings n'a pas réussi à faire jeudi, et que là, ça marche sur ce match-là. Quoi. Alors, je n'incrimine pas Spearings. T'es un salaud. Non, c'est pas ça. T'es pas du tout dans le même cas. Pour Mawissa, c'est facile. Vu là où il est placé, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Alors que Spearings, en fait, c'est un peu réflexe. C'est que t'es pas attaquant et tu as les deux côtés d'ouvert. Donc qu'est-ce que je fais ? Je la reprends, j'essaye de la prolonger au second ou je la renvoie de là où elle vient. C'est un peu, à mon avis, c'est l'hésitation qui fait qu'il ne la cadre pas. Alors que Mawissa n'a pas le choix. T'arrives, il faut la mettre plein fer. Oui, c'est ce qu'il a fait et ça lui a réussi d'ailleurs. Et t'as qu'un côté en fait. Donc en fait, même s'il se foire et qu'il voulait la mettre de l'autre côté, elle rentre au premier poteau. Et puis là, pour le coup, on a enfin réussi à faire ce qu'on a tenté 500 fois cette saison, qui n'a jamais marché, c'est-à-dire la déviation au premier poteau. Ça a enfin fini par marcher. Mais qui marche très peu souvent en général en fait. On a beaucoup Il y a tellement de tenté cette densité dans les surfaces. Et là, on remarquera d'ailleurs que la naïveté des Lillois, parce que Mawissa, c'est la faute de l'arbitre. Il est tout seul. C'est la faute de l'arbitre. Je sais pas ce que tu racontes, c'est la faute de l'arbitre. C'est l'arbitre qui l'a pas pris au marquage. On va enchaîner. On va ouvrir le divan du professeur Data tout de suite. Quoi de neuf, docteur ? C'est une nouvelle rubrique qui date depuis quelques semaines où Charles, un auditeur, vient nous exposer des fois ses émotions, parfois c'est positif, parfois c'est négatif. Et aujourd'hui, il va nous proposer un sujet. Déjà, on va l'accueillir. Comment ça va, Charles ? Bonjour et bienvenue. Salut les gars, salut. Un grand bonjour à Yves et je suis très très fier d'avoir un nouveau psychologue pour ce soir. On t'a pas eu le plus tendre. Qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir ? Tu as 10 minutes devant toi, mon cher Charles. Dis-nous tout. Eh bien, je vais vous parler d'un petit peu tout, de pourquoi on va mieux. Et je pense qu'on va mieux parce qu'on a changé de système. Et si on a changé de système, c'est pas parce que notre coach a voulu changer de système, c'est parce qu'il en était obligé par rapport aux éclosions des joueurs défensifs de notre équipe. Pour moi, le 4-3-3, il a mis trop de temps et il s'est entêté beaucoup trop longtemps à le faire. Parce que si on connaît un peu le football, on sait très bien que le 4-3-3 nécessite en fait vraiment une connaissance de ses partenaires sur le terrain et c'était difficile à faire en début de saison parce que forcément on avait une équipe un peu complètement remaniée pour être franc. Et le 3-4-3 aujourd'hui il est très très simple à défendre. Il permet de quadriller très haut sur le terrain et de ne plus être dans l'adaptation du schéma tactique de l'adversaire, mais surtout dans l'imposition du nôtre. Et ça, c'est vraiment une grosse différence avec ce qu'on a vécu. Je trouve qu'aujourd'hui, heureusement que nos défenseurs, Mawissa s'est révélé pendant le départ de Costa à la CAN. Heureusement que Costa s'est révélé pendant cette CAN parce qu'il n'était pas bien en début de saison. Et heureusement que Keben est là aussi pour apporter cette alternative à défense à 3. Permet de décaler Mawissa et faire jouer la concurrence avec Suazo qui ne connaît plus son prénom depuis 3 semaines. Donc je suis très très content de voir qu'aujourd'hui il y a une évolution. En même temps il pourrait avoir des évolutions, 4 entraînements par semaine, plus un match de Coupe d'Europe ou un match de Ligue 1, plus un match de Coupe de France en début de saison. À un moment donné il fallait qu'il y ait bien que ça tourne dans le bon sens et c'est en train de tourner. Donc je suis apaisé, je pense que ça s'entend ma voix pour une fois. Je suis tranquille, je suis content de voir que
on commence à avoir des automatismes beaucoup plus simples dans un 3-4-3. Et on se rend compte aussi, et ce qui est triste, c'est que, on ne le dira jamais honnêtement, mais on sait très bien que notre mercato estival a été beaucoup moins bon que notre mercato hivernal. Après, le président, il te dirait qu'un mercato se joue sur 3 ans. Voilà, je joue sur 3 ans. Et on verra. Moi, j'aimerais juste te reprendre sur ta première phrase. Pour toi, c'est pas les joueurs, mais le niveau des joueurs qui a fait imposer, mais c'est pas le coach qui a pris la décision de changer le système. C'est l'éclosion. Qu'est-ce que tu dis à Costa quand il revient de la CAN? Tu lui dis tu restes sur le banc alors que tu es dans l'équipe type de la CAN parce que Mawissa fait une super transition? Mais Mawissa a plus joué latéral gauche sur l'absence de Costa que central. Non, sur l'absence de Costa, non. Non, pas sur l'absence de Costa, je veux dire de manière générale. Pardon. Oui, de manière générale. Il a été plus titulaire à gauche. Et s'il y en avait un pour moi qui devait plus se sentir menacé, c'était Soiseau. Ou à droite. Et tu ne penses pas juste qu'ils ont bossé aussi ce système-là, tout simplement, parce qu'il avait été travaillé. Alors putain, sur les amicaux. Il y a un championnat, il y a un match qui est testé. Oui. Mais Paris, non? C'est pas Paris où on teste ça en tout début de saison. Ouais. Donc c'est quand même qu'il avait déjà ça dans les valises. Il n'est pas l'effectif. Félicitations à lui. L'avantage, c'est que souviens-toi, à une époque, on disait aussi que, je disais souvent qu'il n'avait pas regardé le frigo, et là, il a regardé ce qu'il avait comme joueur et l'effectif qu'il avait et les joueurs en forme qu'il avait. Donc tant mieux, on va le féliciter. Je ne veux pas lui cracher dessus non plus. Attention, c'est un jeune coach, c'est la première saison, mais je pense que s'entêter en 4-3-3 qui s'est transformé en 4-2-3-1, même si tu veux pas l'entendre, pour moi, Camille, c'était comme ça. Tu sais, il y a quelqu'un à côté de moi qui va te dire un 4-3-3, un 4-2-3-1, c'est la même merde. D'accord, mais en clair, même un 3-4-3, c'est exactement la même chose au final. En clair, il est quand même resté à 4 derrière pendant 18 journées avant de se rendre compte que c'était pas forcément la solution. Donc tant mieux, mais je pense qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus simple. Moi personnellement, en tant que footballeur, j'ai beaucoup joué en 3-5-2 et le 3-4-3 c'est à peu près la même merde pareil du coup. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que c'est beaucoup plus simple à défendre, ça permet de défendre beaucoup plus haut et les automatismes ils sont faits parce que c'est du 1 pour 1. C'est pas comme un 4-3-3 pointe basse ou un 4-2-3. Et tu penses qu'il y a une progression quand même de cette équipe-là par ce système-là? Une progression parce que les joueurs sont tous couverts derrière. C'est-à-dire que dès lors qu'on monte pour le pressing, on sait qu'il y a un bonhomme derrière. C'est beaucoup plus simple. De toute façon, c'est le football moderne, c'est-à-dire de savoir contrer la ressortie de balle de l'adversaire. Donc à partir de là, quand c'est bien fait, que c'est fait intelligemment, face à un super coach qui sait très bien le faire avec Lille, si on connaît un peu les matchs de Lille, c'est que plaisant de voir qu'aujourd'hui, on sait s'adapter. Et j'espère vraiment que maintenant qu'on n'a plus rien réellement à jouer, mais surtout un maintien à assurer, qu'on fasse ce genre de match avec ce genre de répétition à domicile pour récompenser aussi les 22 000 abonnés de la saison. La question, les gars, parce qu'il nous a pas de système, on le garde ce système jusqu'à la fin de la saison ou on repasse à 4 de temps en temps? Comme tous les systèmes, on a fait des bons matchs en 4-3-3, on dit c'est le match référence. Il faut voir sur la durée, là sur un match. C'est un peu prétentieux d'affirmer des choses comme ça. Après, ça dépend aussi de l'adversaire. T'as plein de choses à prendre en ligne de compte. Effectivement, Lille essaye beaucoup, et on le sait, de passer par les côtés en cherchant souvent Adam Ounas, qui est l'une de ses menaces principales. Et effectivement, si tu veux prendre Ounas, l'avantage du 3-4-3, c'est que tu as 2 mecs sur lui quand tu es en position défensive. Et effectivement, on l'a vu en première mi-temps, en seconde, il a été complètement éteint. Il a complètement disparu. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. C'est toujours beaucoup d'amour pour cet ancien Bordelais au melon incommensurable. Tu trouves? Il avait su se comparer à Ben Yedder, à dire que Ben Yedder ne valait pas un pichet de cidre à l'époque quand même. Moi j'ai une question pour aller peut-être au-delà. Est-ce que c'est pas réellement un changement de système, mais surtout qu'on a arrêté de s'adapter à l'adversaire et de jouer pour nous entre guillemets? Parce que j'ai l'impression que pendant un moment, tous les coachs adverses ne faisaient que nous dire on n'arrive pas à comprendre dans quel système joue Toulouse, parce qu'à chaque fois on s'adaptait à l'adversaire. Personne ne comprenait. Et que là, peut-être que est-ce que c'est pas juste arrêter de se poser la question et de jouer, d'imposer notre système, notre jeu et entre guillemets advienne que pourra?
Après, on joue à 3 derrière parce qu'en face c'est Benfica, parce qu'en face c'est Lille. Oui, est-ce que Il y a contre aussi le ça, Havre, on il y a fera le même aussi ça. système ou est-ce qu'on repasse? Oui, c'est une Moi j'aimerais question bien aussi. qu'on garde ce système parce que je trouve qu'on est beaucoup plus à l'aise dedans que dans le système qu'on avait depuis le début de saison. Mais c'est vrai que contre les équipes qui vont bétonner derrière de bas de tableau, bon, est-ce que ça va être vraiment. Enfin, comment dire, est-ce que ça va nous apporter ce que ça nous a apporté là contre des grosses équipes? Ça, Oui, parce que je tu n'auras sais pas les mêmes types de matchs. Là, tu n'avais pas le ballon. Je crois que tu termines même pas avec 40% de possession. C'est surtout que ces matchs-là, moi, ça me fait un peu rigoler. Et tu le sais, Camille, qu'on parle de 3-4-3, mais contre Lille, on joue à 5 derrière. Oui, c'était ça. On joue vraiment à 5 derrière. Donc 3-4-3, machin, moi, ça me saoule ces histoires-là. C'est les joueurs sur le terrain qui font le système. Mais c'est en ça qu'on peut le garder, ce système, même contre des plus petites équipes, avec des latéraux plus hauts qui seront du coup un peu plus à 3 derrière. Mais sauf que le problème, quand tu joues avec des latéraux plus hauts, tu te retrouves avec des équipes qui jouent à 5 derrière et où ça devient plus dur de prendre les côtés. Et donc, c'est toujours le même problème et c'est toujours la même difficulté qu'on a. On est très bon face à des équipes qui vont essayer de jouer parce que ça nous laisse de l'espace et qu'on est capable de prendre des espaces. Et on a plus de difficultés à jouer dans du resserré parce que ça peut changer avec des joueurs comme Gbo, etc., ou des joueurs avec ce profil-là, ou même Babika, qui sont capables de provoquer et d'aller jouer le 1 contre 1. Mais c'est vraiment l'option des espaces qu'on te laisse derrière qui change les choses. Et on fait exactement la même chose, c'est-à-dire que le 3-4-3, 5-2, machin, enfin tu l'appelles comme tu veux, mais peu importe, parce que là, il y a plein de moments où contre Lille, on joue à 5 derrière, t'as Dalinga tout seul devant, et il faut me dessiner le 3-4-3 sur le terrain. Quand t'as pas le ballon, oui. Avec mais... ballon, tes mecs montent et tu joues, t'as une 6-3. Mais ça, dans un 4-3-3, c'est pareil. C'est toujours pareil. Donc, avec ballon et sans ballon. On aime ça, on aime la data, en parler, etc. Au final, si t'as pas le feeling entre les joueurs et que il n'y a pas la complémentarité entre les joueurs, c'est plus ça qui est intéressant. La complémentarité, la capacité au dépassement de fonction. Cela, ce qu'on remarquera, c'est surtout, ça prend les couloirs, mais il y a toujours de la couverture. Oui. Voilà, et c'est vraiment dans le dépassement de fonction, et c'est pas tellement le système tactique, c'est la volonté des gens à mouiller le maillot et à batailler pour le copain. Et ça, on le voit plus dans les discours qu'on a pu voir sur ce qui m'insupporte aussi, vous le savez, les offs de vestiaire, etc. Mais quand on voit les discours de Nicolas Hyssen, les discours de Sierro et tout, tu sens que, encore une fois, la réussite du TEF, c'est que tu as fait un groupe où ils ont tous envie d'aller mourir les uns pour les autres. Et il n'y a qu'à voir les grands sourires où moi j'étais un peu inquiet pour Schmitt avec sa sortie à la mi-temps, surtout connaissant ses problèmes mentaux, etc. Et où à la fin du match, tu vois Schmitt qui est mort de rire, qui est heureux comme un pape avec les autres, alors qu'il aurait pu broyer du noir dans son coin et ruminer le fait qu'il était sorti. Et en fait, le groupe et le résultat est plus important que les cas personnels. Et c'est ça qui est intéressant plus qu'autre chose. Et c'est en ça que je suis assez curieux de voir ce qu'on peut donner maintenant avec cette entre guillemets mentalité nouvelle face à des petites équipes. Ça peut être intéressant. Allez, même pas fait exprès. Petit clin d'œil. On va enchaîner. Charles, merci. On a répondu. Merci beaucoup. Ta carte vitale, s'il te plaît, n'oublie pas, hein, et la mutuelle. Et juste au passage, je suis impressionné des analyses de Yves parce que moi, je suis toujours obligé d'être au milieu du stade pour voir vraiment tout ce qui se fait et de savoir que de derrière, il arrive à voir tout ça. Franchement, je suis étonné, alors, quoi. Je suis vraiment effronté. Je vais ramener un peu les choses. Hein. Là, ça fait quelques temps où, entre un nouveau boulot et des petits soucis familiaux, où les matchs, je les vois à la télé. Ça aide aussi dans l'analyse. C'est pour ça qu'il est meilleur que Camille. Merci de t'avoir eu en tant que professeur, mais en espérant te revoir. Allez, ciao. Avec plaisir. Allez, ciao. Merci les gars. Merci. Bisous. Et il nous reste 3 minutes. 3 minutes de temps additionnel. Et là, vous la savez tous qu'une fois par mois, il y a une chronique qui se fait. C'est Vincent qui nous donne 3 minutes de bonheur en plus, comme on a si bien voulu l'appeler. Ce que sa copine aimerait avoir. Allez. Et pour honorer tout ça, et je parle pas de sa copine, on va parler du jingle qui va suivre. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas?
les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Comment ça va? Et toi? Bah ça va, c'est bizarre, j'ai pas le même public d'habitude là, je sais pas. On va voir si j'ai un public C'est un public de plus de qualité, moins de quantité, plus de qualité ce soir. Et qui est un public de meilleure santé tout simplement. Oui. Après je trouve, pour commencer, je trouve qu'on a pas assez parlé de la vraie actu, le départ de Kylian Mbappé là, vous en pensez quoi là? On bat les couilles. Mbappé, un machin chouette, rien à foutre. Voilà, merci Claude Makelele, le Moubélé français, si jamais il y en a qui ont du mal un petit peu à le situer. On l'embrasse. Un mois déjà depuis ma dernière chronique et encore beaucoup de choses. On était quasiment en Ligue 2 à l'époque et là on est aux portes de l'Europe d'après Twitter, le lieu permanent du championnat de France de retournement de veste. Retournement qui des fois ont lieu dans un même match, c'est plus une analyse foot, c'est de la maladie mentale, un petit peu comme notre coach sur le banc de touche. Toi t'aimes bien Camille, quand tu le vois réagir, se lever, courir partout. La dernière fois sur une relance de Gélabert, les soigneurs sont précipités sur lui, ils pensaient qu'il est en train de convulser là, parce qu'il disait juste Vamos Cabron, joue bien ou je te renvoie à Mirandes. En parlant de renvoyer des joueurs, sacré masterclass en fin de mercato. On a réussi à se débarrasser de Zanden, preuve qu'il n'y a pas internet au Danemark, et de Hogg. Hogg était venu pour se faire un nom, pas une carrière apparemment. Cerber aussi, il retourne en prêt en Bulgarie. Mais j'ai quand même regardé le rang de ce pays parmi les autres nations européennes, et c'est quand même le 8e pays d'Europe. Le 8e pays d'Europe avec la plus forte consommation d'alcool par habitant, ce qui explique ce nouveau prêt. L'actu du mois quand même, c'est la double confrontation face à Benfica, le déplacement historique de milliers de Toulousains, et pour une fois, il n'y a pas que des retraités qui partent au Portugal. On a eu le suspense sur la tenue ou non du match avec les grèves des policiers. Mais là-bas, ils savent tenir un mouvement jusqu'au bout. Ouais. Dans la panique, ils ont dû remplacer leurs officiers par des proctologues et des gynécologues. En France, on a le trou de la sécu. Eux, c'est l'inverse. Ils ont la sécu dans le trou. Voilà, c'est visuel. La fouille était tellement poussée que Camille a vécu la même expérience que Jean-Marc, la marionnette de Jeff Panaclock avant chaque spectacle. J'ai pas pris de doigt, moi. Ça va être l'instant imitation. C'est pour Nathan. Salut Tronic, on essaie de faire rentrer un fumigène. Ah non, pardon, c'est ta prostate que je titille. Voilà. Vous pouvez me retrouver bien sûr au Casino Barrière avec Nicolas Hyssen. Niveau sensation, Ben il a connu la même chose. Il est pas allé à Lisbonne, il a juste regardé Montpellier-Marseille ce dimanche. Il est assis sur une bouée depuis, on l'embrasse. Au match retour aussi, on a une douleur au bas du dos, mais pas pour les mêmes raisons. Scénario cruel. On y a tellement cru qu'on était déjà en train de réserver des places pour la finale à Dublin. La seule chose qui s'en rapprochera, c'est un brunch au Danube évidemment. Niveau fouille au stadium, on a dû être un peu inquiet de tâter le taureau de Saint-Cernin. Du coup, c'est passé assez facilement. Niveau fumigène, Benfica a même fait un craquage, mais en silence. Les gars, ils ont inventé un concept, le recueillement avec fumigène. Même Louis II à côté, c'était le Hellfest, quand même. Retour à la Ligue 1, mais avant, petit spot de prévention. L'adolescence est parfois une période exaltante, pleine de possibilités et de libertés nouvelles. Mais elle peut aussi être marquée par les soucis liés aux examens, aux relations, aux influences des autres jeunes et aux dernières tendances. Avec Donum, il est passé à Rondonum, le petit crochet, le sort. C'est pas possible, Spirings. Pour certains, tout cela est trop dur à supporter et ils mettent fin à leur jour. C'est notre ami Sacha, comment il va? Ben ça va pas. Le suicide n'est pourtant jamais la solution. Voilà, on embrasse Sacha, petit ange, parti trop tôt. En plus, il n'est pas là aujourd'hui, c'est génial. Voilà, hein, on espère qu'il va bien. Hein. Lâche cette corde, Sacha. Allez, lors du dernier match du coup contre Lille, l'entraîneur belge du LOSC, Paolo Fonseca, a sorti son téléphone en conférence de presse pour se plaindre du hors-jeu. Apparemment, la marque du téléphone, c'était un Samsung. Se plaindre de l'arbitrage, c'est vraiment la marque des faibles. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. On coupera ça au montage, hein, évidemment. En tout cas, 2 mois que les JT nous parlent des inondations dans le Nord-Pas-de-Calais. Il faudrait dire aux Lillois d'arrêter de chouiner. Ça fera baisser le niveau des nappes phréatiques et ça évitera au ministre de se rendre sur place pour, je cite, parler aux bouseux en portant des bottes. Ce que nous on appelle un dimanche au marché de Saint-Giron. Allez, on se retrouve dans un mois. D'ici là, soit on jouera à l'Europe, soit on sera en Ligue 2, mais au moins on ne sera pas coaché par Jean-Louis Grassouillet. Allez. C'est la dernière. Ouais, on embrasse les amis lillois. Hein, ouais. Les embrasse. Je suis pas sûr de l'embrasser par contre. On avait ramené un peu d'essuie-tout pour les aider aussi. Ouais, c'est vrai. Putain. On embrasse Sacha. Pose cette corde, Sacha, vraiment, s'il te plaît, pose-la. Mais il a pas commenté, je suis assez inquiet. Ah si, il a dit assassin. Ok, bon, il est vivant. Merci beaucoup Vince, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci Yves, putain. Merci à Clément pour les effets spéciaux parce qu'il y a de plus en plus de budget dans cette émission. Je suis toujours pas payé, c'est un scandale. Nous non plus. C'est une tradition ici. Tu te démerdes avec Vincent qui t'exploite au plus haut point.
Merci, ça me fait plaisir de t'avoir revu, t'avoir entendu un petit peu. Il y a plein de phrases que t'as sorties qu'on ressort des fois et que les gens vont peut-être capter d'où ça vient. En général, on cite la source, hein, mais là, la source est avec nous. Merci en tout cas, à très vite. Bon voyage, on va dire bonnes vacances surtout. Exactement. Parce que ça part en vacances surtout. Et ça c'est cool. Il faut de temps en temps. Ben oui, t'as bien raison. Merci Clément. Avec plaisir, messieurs. J'espère que tu auras profité de cette émission de parité. Carrément. Je suis un homme heureux. Ouais. Voilà, j'avais une note, je voulais chercher une badge, j'en avais pas, donc je vais te dire merci Vincent. Laisse le travail à Vincent. Ouais, voilà, je veux pas piquer là-dessus. Merci Vince, merci à ceux et celles qui nous suivent. On vous donne rendez-vous vendredi à partir de 20h sur Radio Occitania, sur la chaîne Twitch, la feuille de match, YouTube, vous avez tous les replays. Dans quelques heures, tous les extraits, n'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord, pas d'accord. Et n'hésitez pas aussi à venir à l'émission. Ouais. Vendredi, on aura un supporter d'ailleurs qui sera avec nous, c'est Lounès. Voilà, sur Twitter. Voilà, allez, on vous fait de gros bisous, on vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.